Merci, Monsieur Saval, et merci à l'association donc de me donner l'opportunité de vous présenter l'imagerie d'une manière générale pour les traumatisés crâniens de légers, modérés, et puis de façon plus spécifique, l'imagerie de tenseur de diffusion, ce qu'on peut visualiser avec cette imagerie, quel peut être l'intérêt pour le patient. Ça, c'est la première partie. Et la deuxième partie, on va parler des perspectives, des nouvelles technologies qui sont disponibles, ce qu'on peut en attendre et quels bénéfices le patient peut en tirer. Pour le trauma crânien léger, la problématique clinique dans un premier temps, et puis dans la reconnaissance des symptômes. Donc, il y a quand même beaucoup de traumatisés crâniens par an en France, hein, il y a 155 000. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y en a 80% de légers et 10% d'emblée sévères et 10% modérés. Quand on va s'intéresser aux traumatisés crâniens légers, 15% de ces traumatisés crâniens légers vont conserver des symptômes qui persistent après 3 mois, ce qui fait environ 20 000 personnes par an. Ces symptômes, l'anxiété, l'irritabilité émotionnelle, la dépression, des troubles de la concentration, de l'attention, de la mémoire pour la partie cognitive. Ensuite, il y a des céphalées et des vertiges, l'impression d'avoir la tête dans du coton. C'est ce qu'on appelait avant le syndrome subjectif des traumatisés crâniens. Dans ce cas de figure, l'imagerie conventionnelle est dans la plupart des cas négative pour les TC légers, que ce soit en scanner ou en IRM. On va y revenir. Pour faire donc le point sur l'imagerie conventionnelle, le scanner cérébral est le premier outil qu'on va utiliser qui permet de voir des anomalies au niveau du cerveau. Alors le scanner, c'est des rayons X qu'on va envoyer donc sur un objet, en l'occurrence l'organisme ou le cerveau, qui vont être numérisés et puis interprétés de façon informatique pour former des images. Ces images, elles vont être codées avec des échelles de gris et ces échelles de gris vont représenter en fait la densité que l'on va pouvoir voir au scanner. En ce qui concerne le traumatisme crânien, on va, dans les cas les plus graves, voir deux types d'anomalies. On va voir ce qu'on appelle des hématomes autour du cerveau, les hématomes sous-duraux ou extraduraux. Là, l'hématome sous-dural, c'est cette zone ici qui va être à la fois grise et blanche. On en voit de l'autre côté. Donc ça, c'est quand on a un traumatisme crânien sévère. L'hématome extradural, c'est cette image qui est ici, avec une petite fracture associée. On peut également avoir aussi des hémorragies méningées, c'est du blanc ici, hein, tout autour des artères du polygone ou dans les ventricules. C'est du sang en fait. Hein. Mais la problématique pour les traumatismes crâniens légers, c'est que la plupart du temps, en fait, il n'y a rien à voir. Quelle que soit la coupe que l'on va regarder en scanner, le scanner est strictement normal. Bon. Donc, le scanner est un bon outil de dépistage pour les traumatismes crâniens graves parce qu'on va voir l'hémorragie. La deuxième type d'imagerie qui va être utilisée, c'est l'imagerie par IRM, donc morphologique. Et là, l'IRM, ce n'est plus des rayons X. En fait, c'est comment ça marche. C'est un gros aimant qui va envoyer des ondes radio dans l'organisme. Il va y avoir des phénomènes physiques de résonance. Et grâce à la récupération d'autres ondes radio, on va pouvoir générer des images. Donc, ce sont des ondes radio d'IRM dans un gros aimant. Dans le traumatisme crânien sévère, on va voir un peu mieux en IRM ce que l'on pouvait voir au scanner. On va voir de la même manière ces collections sous-durales au niveau donc du cerveau qui vont avoir un impact sur les autres structures avec de l'œdème, donc au niveau des ventricules. On va pouvoir voir aussi des lésions qu'on appelle des lésions de cisaillement axonal sur l'imagerie qui est l'imagerie FLAIR. On va voir ces taches blanches ici qui vont correspondre à des zones du cerveau qui sont lésées, en particulier la substance blanche. Et puis, on peut voir également des petites zones hémorragiques, des pétéchies hémorragiques, que l'on appelle des lésions de cisaillement axonal hémorragique, avec une séquence qui s'appelle la séquence écho de gradient ou le SWI, SWI, qui se traduit par ces taches noires sur le cerveau. Ça, c'est ce qu'on voit quand le traumatisme crânien est sévère. La plupart du temps, dans les traumatismes crâniens légers, on ne voit absolument rien sur l'IRM conventionnel. Alors, pour vous donner un ordre d'échelle, si on voit une lésion en scanner, ça veut dire qu'il en existe 100 en IRM. Donc, l'IRM est quand même beaucoup plus précise. Et quand on ne voit aucune lésion en IRM, qui est l'examen de référence, ben on se dit que puisqu'il n'y a pas de lésion visible, c'est qu'il n'y en a pas. En fait, ça n'est pas vrai, car il peut y avoir des lésions qui sont bien sûr invisibles. Alors, là, on a vu la séquence FLAIR, la séquence SWI qui est plus sensible pour la détection également de l'hémorragie.
la plupart du temps, dans les traumatismes crâniens légers, on ne voit également rien. Donc c'est pour ça qu'on a essayé de développer, il y a maintenant plus de 20 ans, des systèmes d'imagerie qui étaient plus sensibles pour détecter d'infimes lésions qu'on ne voyait pas sur le plan de l'IRM morphologique. Et donc on passe sur l'IRM de tenseur de diffusion. Qu'est-ce que c'est que l'IRM de tenseur de diffusion? C'est une IRM qui va étudier les mouvements de l'eau au sein d'un organisme, en particulier au niveau du cerveau. Et il se trouve que le cerveau a une particularité, c'est qu'il a des fibres de substance blanche, et ces fibres de substance blanche sont orientées de façon préférentielle dans un sens. Donc, puisqu'on étudie l'eau avec le tenseur de diffusion, on va étudier comment l'eau va circuler le long de ces fibres de substance blanche, et c'est ça qui va permettre de créer des images. Les images que vous avez en tenseur de diffusion sont des images comme celle-ci, des images grises. Et en fait, il y a des outils informatiques qui permettent de faire des calculs pour donner ce qu'on appelle des cartes paramétriques ou des images colorées. Ces images colorées, on va les retravailler ensuite avec d'autres outils informatiques et on va faire ce qu'on appelle de la tractographie. On va aller regarder comment à chaque endroit du cerveau, l'eau circule et puis on va essayer de tracer des routes de façon tout à fait arbitraire grâce à cette tractographie. Donc, ce que l'on voit en IRM de diffusion et en tractographie, ça n'est pas quelque chose qui est visible au niveau du cerveau de façon macroscopique, c'est l'écoulement de l'eau. On ne voit que de l'écoulement de l'eau. Mais à partir de cet écoulement de l'eau, on va pouvoir générer, recréer l'anatomie des structures internes, comme vous pouvez le voir ici. Là, on a le système limbique et puis des fibres cérébelleuses qui sont reproduites. Et cette reproduction, bien que c'est quelque chose qui n'existe pas dans la réalité, puisque c'est des écoulements de l'eau, eh bien, ça reflète l'anatomie interne et ce reflet est exact. Donc, à partir de quelque chose qui n'existe pas, eh bien, on recrée la réalité. C'est ça la tractographie. Alors, cette tractographie, elle va être très utile pour le traumatisme crânien léger, donc le tenseur de diffusion. Ce tenseur de diffusion va permettre de mettre en évidence des lésions qui sont, que l'on peut voir bien évidemment, mais également celles que l'on ne peut pas voir. Un premier exemple ici, vous avez au niveau du corps calleux, cette petite zone qui est blanche. Donc là, ce sont des lésions de cisaillement axonal œdémateuses qui vont être visibles sur l'IRM de tenseur de diffusion avec des zones qui vont apparaître au niveau du corps calleux qui vont être détruites. Là, vous avez la lésion hémorragique et là, vous avez également au niveau du corps calleux un trou. Vous voyez ce trou ici, comparativement à l'autre côté, là, il y a toutes les fibres et là, il manque une partie des fibres. Bon, ça, c'est une application. On le voit déjà sur l'IRM morphologique, donc le tenseur de diffusion ne va pas apporter grand-chose. Ce qui va être beaucoup plus intéressant, c'est lorsque l'on ne voit absolument rien sur l'imagerie morphologique, donc l'imagerie flair. Là, vous avez deux exemples. Ici, au niveau du corps calleux, où il n'y a pas de blanc surajouté, c'est gris normal. Et là, dans cette partie du cerveau, également au niveau de la substance blanche. Dans la zone en jaune, vous voyez ici des fibres du corps calleux qui sont écartées les unes des autres comparativement à l'autre côté, qui est ici. Et dans la zone en rouge, vous voyez ici un trou dans les fibres, le défect. Donc, c'est une imagerie qui va permettre de mettre en évidence des lésions qui sont invisibles morphologiquement. Alors, c'est ce que je vous montre, c'est une étude que nous avons publiée en 2006. Donc, vous voyez, ça fait 15 ans et qui a repris donc l'imagerie de traumatisé le crânien léger et qui a statué que sur l'étude que nous avions faite, seulement 4% des patients qui avaient un traumatisme crânien léger avaient des anomalies visibles sur la séquence morphologique. Donc, ça veut dire que 96% des patients traumatisme crânien léger qui ont des symptômes, eh bien, sur l'imagerie morphologique, on ne voit rien. Donc, c'est pour ça que l'IRM de tenseur de diffusion est très utile. Et tout à l'heure, je disais, quand je parlais du scanner et de l'IRM, donc la sensibilité de l'IRM par rapport au scanner est 100 fois supérieure donc au scanner. Et ben, l'IRM de tenseur de diffusion va avoir une sensibilité presque 100 fois supérieure à l'IRM morphologique. On va voir beaucoup plus de lésions sur cette imagerie de tenseur de diffusion. Alors, voilà un exemple de tenseur de diffusion et de tractographie faite chez un patient traumatisé crânien léger et chez un patient normal. Pour vous montrer, c'est le jeu des 7 erreurs. Vous voyez, on va regarder les différences.
La première différence que l'on va voir au niveau des fibres de substance blanche, c'est d'une partie du système limbique qui s'appelle le cingulum et qui est impliqué dans le contrôle des émotions. La deuxième différence que l'on va voir, pardon, c'est au niveau du fornix, donc qui va contrôler la mémoire et les comportements. On va avoir comme ça des différences que l'on peut mettre en évidence grâce à ces techniques. Et bien évidemment, sur l'IRM morphologique, on ne voit absolument rien. Donc, ces techniques de tenseur de diffusion et de tractographie permettent de mettre en évidence des lésions que l'on ne voit pas, d'une part, et deuxièmement, en comparant par rapport à des sujets qui n'ont pas ces anomalies, de savoir pourquoi les patients qui ont ces anomalies sur le tenseur de diffusion et la tractographie présentent ces symptômes. Pour ça, il faut connaître l'anatomie fonctionnelle, savoir que telle zone du cerveau, tel réseau du cerveau est impliqué dans telle ou telle fonction. Ici, l'atteinte du système limbique fait que la gestion de la mémoire, la gestion des comportements, la gestion des émotions, le contrôle émotionnel, etc., eh bien, est affectée dès l'instant qu'il y a des lésions sur ces fibres de substance blanche. Voilà donc l'état de l'art. Aujourd'hui, pour résumer, l'imagerie conventionnelle, l'imagerie morphologique, ne détecte pas les lésions, dans la plupart du temps, chez les patients qui ont un traumatisme crânien léger. En revanche, le tenseur de diffusion permet de bien les mettre en évidence pour peu qu'on puisse faire de la tractographie et qu'on connaisse et qu'on puisse expliquer les symptômes pour peu que l'on connaisse tout simplement l'anatomie fonctionnelle du cerveau. Alors maintenant, les perspectives. Les perspectives, c'est qu'est-ce qu'on peut faire comme nouvel type d'imagerie qui vont apporter des informations, non plus là pour le diagnostic, mais pour le pronostic d'un patient. Eh bien, on va utiliser l'IRM fonctionnel d'activation. L'IRM fonctionnel d'activation, c'est une technique qui permet de voir les zones du cerveau qui travaillent quand le cerveau fait quelque chose. Par exemple, lorsque vous bougez les mains ou lorsque vous comptez ou lorsque vous parlez. On va faire au sujet certaines tâches pendant l'acquisition dans la machine. Et puis ensuite, avec des outils informatiques, on va pouvoir faire des calculs et montrer ce que l'on appelle les cartes d'activation, c'est-à-dire les zones du cerveau qui fonctionnent. Ici, par exemple, vous avez donc les zones du cerveau qui fonctionnent lorsque un patient ou un sujet va bouger sa main gauche. Donc, c'est le cerveau droit qui va s'activer. Et puis en dessous, vous avez la même chose, mais en bleu, vous avez quand le sujet va imaginer bouger sa main. Et puis, la comparaison des deux, vous voyez que quand le sujet imagine bouger sa main, il y a non seulement la même zone de la motricité qui va s'activer, mais il y a également d'autres zones qui vont s'activer. On peut donc étudier plein de choses avec cette IRM fonctionnelle, mettre en évidence les zones du cerveau qui travaillent lorsque l'on fait certaines tâches. Donc, on va pouvoir s'en servir chez les patients traumatisés crâniens pour justement étudier non plus l'état des fibres de substance blanche. Les fibres de substance blanche, ce sont les routes qui conduisent l'information d'un point A à un point B du cerveau. Mais donc, avec cette IRM fonctionnelle, on va pouvoir étudier comment fonctionne le cerveau. Donc, justement, ces points A et ces points B, comment ils vont produire l'information. C'est la substance grise qui produit l'information et c'est les fibres de substance blanche qui véhiculent ces informations. Ce sont les routes. L'IRM fonctionnelle va s'intéresser à comment l'information est produite, non plus pas comment elle est véhiculée. Et donc, on va pouvoir étudier pour certaines tâches ou pour toutes les tâches, en fait, des circuits de l'information. Comment l'information est produite d'un point A à un point B et quelles sont les routes que cette information va prendre pour aller d'un point A à un point B du cerveau. Et c'est ce qu'on appelle la connectomique. La connectomique, elle est de plusieurs types. La première connectomique structurelle, c'est tout simplement les routes de l'information. Comment l'information va circuler d'un point A à un point B. Donc, on va établir ça grâce à la tractographie. Ensuite, on va faire de la connectomique fonctionnelle, c'est-à-dire comment le cerveau travaille pendant la réalisation d'une certaine tâche. Donc ça, c'est les images que l'on voit, les petits points colorés qui s'affichent au niveau du cerveau. Et puis, lorsque l'on va mélanger ces connectomiques, on va pouvoir avoir la connectomique effective, c'est-à-dire pour une tâche donnée, quel est le circuit de l'information dans le cerveau et est-ce que ce circuit de l'information est intact, indemne, ou alors est-ce qu'il est un peu lésé. Et on va pouvoir donc donner un score qui va être propre à chaque personne de l'efficience de ce circuit de l'information. Ici, vous avez 4 circuits de l'information différents. Les traits rouges, en fait, ce sont les connexions différentes qu'il y a dans le cerveau. Et les sphères vertes, c'est le degré de travail du cortex pour une tâche donnée. Donc, vous voyez que les
les circuits dans le cerveau sont extrêmement complexes pour certaines tâches, certaines fonctions cérébrales. Et bien, grâce à cette connectomique effective, on peut étudier 408 fonctions du cerveau et les scorer, savoir si elles sont efficientes ou pas. Pour les perspectives d'avenir, on peut parler de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle est quelque chose qui va, à mon sens, beaucoup améliorer la prise en charge de plein de pathologies et ça aussi de la prise en charge des patients traumatisés crâniens. Pourquoi? Avec deux techniques qui peuvent être utiles. Alors actuellement, l'analyse des images, elle est faite par l'œil du radiologue. Le radiologue, c'est un homme, et l'homme, tout simplement, il peut être fatigué et ne pas voir certaines choses. Eh bien, l'œil de la machine, lui, la machine, elle est jamais fatiguée, donc elle va pouvoir aller détecter des lésions que l'œil humain ne peut pas voir. C'est le cas de certaines pathologies. On l'utilise dans, par exemple, la sclérose en plaques, où on va mettre en évidence des anomalies de signal qui s'apparentent, donc des taches blanches qui s'apparentent à celles que l'on peut voir dans le traumatisme crânien. La machine va les identifier, elle va les comptabiliser, elle va les mesurer pour la volumétrie, donc, et elle va dire quelles sont les zones du cerveau qui sont atteintes par ces lésions. Donc ça, ce qui est valable pour la sclérose en plaques peut aussi être utilisé pour les traumas crâniens. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que l'on peut utiliser, c'est la quantification de l'atrophie cérébrale, parce que quand on a un trauma crânien, il y a donc des perturbations qui sont visibles sur la substance blanche, quand on fait du tenseur de diffusion, et puis ces perturbations, elles vont à long terme impacter l'ensemble du cerveau et le cerveau va perdre en substance, d'abord en substance blanche et puis ensuite en substance grise. Ces pertes sont infimes, on ne les voit pas quasiment à l'œil nu et donc il faut l'œil de la machine, l'œil de l'intelligence artificielle pour bien les mettre en évidence. Et bien donc on peut faire ça avec n'importe quelle pathologie, que ce soit quand on va essayer de détecter par exemple l'Alzheimer ou alors avec des patients qui ont eu un trauma crânien depuis plusieurs années pour mettre en évidence des zones du cerveau qui vont être atrophiques, la substance blanche, la substance grise, et que l'on peut lier directement au traumatisme crânien. Ça, c'est avec les outils d'intelligence artificielle. Et puis, donc, la connectomique qui va permettre de faire le scoring des fonctions cérébrales, de savoir si, eh bien, par exemple, lorsque je parle, j'ai des difficultés à parler et les difficultés que j'ai, est-ce que c'est dû à la production de mots? Est-ce que c'est dû au fait que, eh bien, j'ai des problèmes de mémoire? Est-ce que c'est dû au fait que le circuit de la motricité de la production de mots est atteint? Donc, on va pouvoir affiner le diagnostic et en affinant le diagnostic, proposer donc, eh bien, des thérapeutiques qui vont être adaptées, donc de la rééducation qui va être centrée, par exemple, sur la production de mots, la production de verbes, si on a des problèmes de langage, ou alors des problèmes visuels, le repérage dans l'espace, par exemple, voyez, des choses comme ça. Donc, toutes ces techniques vont permettre de donner le diagnostic, affiner le diagnostic, proposer une thérapeutique qui va être ciblée, et puis, puisque l'on parle donc de reconnaissance, de effectivement dire au patient, oui, vous avez quelque chose, oui, c'est normal que vous ayez ces symptômes parce que telle zone de votre cerveau est atteinte. C'est un premier pas vers la reconnaissance en fait de la maladie. Les conclusions, c'est tout simplement de dire que la plupart du temps, chez les patients traumatisés crâniens légers, on ne voit rien sur les imageries conventionnelles, que ce soit en scanner ou en IRM. Et si on ne voit rien, eh bien, que les symptômes sont là depuis plus de 3 mois, eh bien, il faut ne pas hésiter à aller dans des centres qui font des techniques avancées d'imagerie, donc le tenseur de diffusion, pour avoir, eh bien, savoir s'il y a des lésions, et puis pour aller plus loin, pour savoir quel est son diagnostic, affiner, savoir quelles sont les fonctions de son cerveau qui sont donc à améliorer, et pour pouvoir être prise en charge de la manière la plus optimale qui soit. Merci de votre attention.